Je suis tout à fait d'accord par rapport à ce qui a été dit par Alain. Par exemple, moi je suis né dans le bourg qui est 35 km de la ville de Shanghai, donc je suis plutôt un campagnard. Hein, donc, là, j'ai senti, j'ai vu, les gens ont envie d'aller en ville. Et nous avons vécu cette période-là, cette nostalgie. Déjà, c'est Shanghai. C'est pas dans les provinces profondes de la Chine. La campagne chinoise, c'est pas la campagne française. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité à l'époque. Donc, on est dans la pauvreté. Quand on est dans la pauvreté, on fait tout. Ça, c'est un problème. Sortir. Pour s'en sortir, quel que soit le prix. Ça, maintenant, on paye le prix. Ouais. En ce qui concerne l'urbanisation, ça, c'est aussi une solution pour la Chine. La Chine, c'est un pays très peuplé, 1,3 milliard, on dit même 4. Moi, j'ai fait l'Expo Shanghai. Je suis très sensible à ce thème. Meilleure ville, meilleure vie. On est obligé de faire la ville. La ville, c'est un levier pour faire l'économie. Chaque année, 1% de la croissance de l'urbanisation chez nous. Quand j'ai fait l'Expo Shanghai, 2010, nous sommes au-dessous de la moyenne. Parce que 2007, selon Yoga Habitat, donc une agence de l'ONU, la moyenne de l'humanité, c'est 50%. Et la Chine est encore au-dessous. Même 2010. Hein? Donc la marge de progression reste encore importante. Hein. Et puis pour l'État, c'est la façon de diriger les paysans vers la ville. C'est comme ça, on s'enrichit le pays, parce que le PIB a besoin de cette croissance urbaine. Sachez que 1% de l'urbanisation, ça contribue au moins 1% de la croissance économique. Et là, donc, on est obligé de vivre ce genre de facteur chinois, qui est un facteur économique très puissant. Personne ne peut le refuser. Donc, ça devient peut-être un contraignant, la pollution. Mais de l'autre côté, voilà. Il faut voir que si on est malin, je pense que le gouvernement chinois a déjà adopté beaucoup de mesures. Dans ce contexte-là, le défi peut être l'opportunité. Exactement. Donc, lutter contre la pollution, enfin, je vais dire, l'urbanisation, ça constitue aussi un facteur de progrès pour lutter contre la pollution. Non, pas forcément. Non, le meilleur, c'est la façon de retourner à la campagne. Mais vous savez, la Chine, c'est pas la France. Hein, rien n'est comparable. Et puis la terre en Chine, c'est pas toute cette terre habitable. Donc, on est obligé de vivre dans les régions côtières. Donc c'est la ville qui attire. C'est le volume de l'économie, economy of scale, donc qui fait la force de la Chine. Les petites villes qui ne font pas l'économie, qui ne font pas l'emploi. C'est pour ça que l'urbanisation est un levier. Mais bon que mal que, moi je pense que c'est pas idéal de faire des villes aussi grandes comme la Shanghai, Pékin. Dans mon livre, j'ai déjà écrit, par exemple, Shanghai, on l'appelle la ville diabolique. Parce que c'est des villes qui donnent des illusions. Mais au fond, c'est compliqué. C'est pas facile de vivre. Et Pékin, c'est la ville impériale. Hein, donc, tout le monde dit, c'est les Chinois qui disent, hein, mais avec beaucoup d'humour. Mais si vous avez la possibilité, on est conseillé en Chine de vivre dans les villes de deuxième échelon. Chengdu, par exemple, Hangzhou. Hangzhou, c'est pas deuxième, hein, mais Chengdu, par exemple. Des villes, là, la qualité de vie est préservée. Ouais. Donc, c'est compliqué de dire d'une manière absolue. La réalité est très complexe. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et puis, c'est aussi une question de point de vue. Oui, c'est pour ça que... Je pense que le chauffeur de taxi, il n'a pas la même vision qu'un fonctionnaire de l'État, n'est-ce pas ? Bien sûr, voilà. Parce qu'il vit le quotidien, il paye... Le paradoxe étant que la révolution maoïste se fait au nom de la paysannerie. Ouais. Et voilà maintenant un pays qui, au XXIe siècle, est en train de travailler et d'aller vers, au contraire, une civilisation urbaine. Ouais. Donc la Chine est un pays qui est multifacette. Un pays de mosaïque ou des Chines. Donc, on ne peut pas décrire la Chine d'une manière absolue, trop facile. C'est pour ça que moi, je suis là pour aider les Français à décrypter la Chine d'une manière sincère. Ici, peut-être, on voit que les problèmes, mais en Chine, on voit des opportunités. Et Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, il a dit que quand on voit les problèmes, il y a des opportunités. Quand on râle, moi, je ne râle pas. Parce que quand on râle, il y a un besoin. Par exemple, pour la pollution, beaucoup d'entreprises qui font le clean énergie, voitures électriques, ils gagnent des poignons facilement. Donc, comment voyez-vous, c'est l'état d'esprit.
Maintenant, on va parler des inégalités sociales, parce que là aussi, c'est un gros défi. Mais vous en avez parlé dans votre livre. Mais je pense que partout, il y a des inégalités. Moi, je raconte, comme je vous ai dit, que je fais une photo. Moi, je ne veux pas oublier cette photo-là qui doit être objective. Je ne raconte pas une bonne Chine. On dit que raconter la Chine, pas raconter la bonne Chine. Certains qui vont dire que tiens, ça veut dire que parler que des choses de bien de la Chine. Non, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Ça c'est une Chine artificielle. C'est manquer d'objectivité, n'est-ce pas? Voilà. D'abord, ne raconter que de bonnes choses. Ouais. Et puis, c'est dangereux. Ça donne une fausse impression pour nos amis français que la Chine est tout puissante, la Chine est universelle, la Chine va rafler les Français. Non, la Chine a aussi sa faiblesse. La Chine, comme la France, il a de beaux côtés, mais aussi des côtés qui ne sont pas bons. Ça, c'est la vérité. Moi, j'ai entendu beaucoup de dirigeants chinois, même des grands leaders, ils disent que parler aux étrangers de la Chine telle qu'elle est. Moi, je pense que c'est notre intérêt. C'est l'objectif de votre livre, d'ailleurs. Bien sûr, voilà. Aussi, moi j'ai fait ce que Wu Jianming a fait. Wu Jianming, c'est mon patron, c'est mon ami. Moi, je pense que quand il parlait de la Chine, c'est une Chine véritable, sincère. C'est pour ça qu'il appréciait. On ne peut pas faire une propagande pour parler que des choses fausses. Mais il y a des inégalités, il y a la pollution, il y a la corruption, mais il y a aussi des bonnes choses. Donc, ça, c'est composant de la photo. Mais dans mon livre, je décris plutôt la nouvelle Chine. C'est plutôt des opportunités. Je ne veux pas que des mauvais éléments qui polluent l'esprit français. Parce que l'esprit français ici, ils ne connaissent pas là-bas. Il faut pénétrer dans le milieu chinois pour connaître combien les chances sont là. C'est l'objectif de mon livre. Est-ce que vous pourriez raconter quelques exemples d'inégalités sociales? Ah, mais bien sûr. Que les Français s'en rendent compte. Mais la première fortune, je ne sais pas combien. Chaque année, il y a un palmarès des fortunes. Mais ils sont l'écart est beaucoup plus important en Chine qu'en France. Des 1000 milliards de yuan. Mais vous ne pouvez pas vous tromper là. C'est des fortunes qui ont cumulé pendant 40 ans. Mais un petit fonctionnaire municipal de Shanghai qui touche combien? 7 000 6 000, 7 000, 8 000. Oui. C'est pour ça que j'ai rencontré mes amis d'enfance là. On fait une causerie, on rencontre, on fait ce récit, cette retrouvaille-là. C'est émouvant. Mais ici en France, on pense que la Chine, c'est tout puissante, prospère. Il n'y a que des Chinois qui sont dans la rue comme aux Champs-Élysées ou Galerie Lafayette. Beaucoup de Français pensent qu'en Chine, il n'y a que des riches. C'est pour ça que beaucoup de Chinois, beaucoup de touristes chinois se font voler. Ouais, donc ça c'est pas bon non plus. Hein. Donc moi, je pense qu'il y a des inégalités. C'est faux. Et il y a bien sûr, il y a des riches et il y a des moins riches, mais c'est partout. Mais je pense que ce qui est bien, c'est que la société doit être une société de compassion, une société d'égalité. Ça, c'est le principe de l'État chinois, qui est quand même bâti sur le principe des communistes, le socialisme. Donc, l'inégalité ne peut pas durer. Il y a beaucoup de cas, mais ce n'est pas la peine de citer comme ça. Il y a trop de rapports, tout ça marqué. Il y a le fameux le coefficient Gini. Gini, voilà. Avant, quand on mange dans la même marmite, il n'y a pas de Gini. C'est magnifique, c'est égalité partout. Donc, ça, mais tout le monde était pauvre, trop pauvre. Le sous-effet du progrès économique, c'est pas si là. Je retire cette formule. Quand on mange dans la même marmite, il n'y a pas de coefficient Gini. Moins. Parce que même le cadre, à l'époque, je me souviens très bien, même le Premier ministre Zhou Enlai, il mange dans la cantine. Mais est-ce que la France, dans son évolution, a connu autant d'inégalités sociales? Sans doute, oui. C'est probable. Je ne suis pas spécialiste ni de la démographie, ni de l'économie, mais sans doute, oui, sans doute. Vous savez, on parlait des 100 premières fortunes. Il y avait un tas de formules comme ça qui, jusqu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, témoignaient d'une société qui devait être très inégalitaire. Alors, les comparaisons sont toujours difficiles à faire. C'était pas la même époque, etc. C'était pas la même histoire. Mais dans les pays de l'OCDE, par exemple, la France avec la Suède et je crois l'Autriche, ce sont les pays qui ont les meilleurs coefficients Gini, c'est-à-dire ce sont les pays qui ont le plus réduit les inégalités.
Alors, dans le cas des Français qui regardent la Chine, en général, c'est assez simple. Vous avez les Français qui sont critiques de la Chine. Alors, vous leur dites, c'est quand même extraordinaire ce qu'ils ont fait. Ils ont sorti 400 millions de gens de la misère. Ils ont peut-être une classe moyenne qui va être de 600 millions, dont une bonne partie vit avec le niveau moyen de l'Europe. C'est formidable. Alors, ils vous disent, ah oui, mais alors ça, ils n'apprécient pas ça, ou ils en ont peur, ou ils ne veulent pas le reconnaître, ou c'est grâce au méchant capitalisme, etc., etc. On dit, oui, mais alors ça crée une société très inégalitaire. Moi, je ne connais pas de développement économique qui ne génère pas des inégalités. Sans inégalité, le développement économique harmonieux, j'aimerais bien que ça existe, mais vous me montrez où, hein, où ça existait, où ça a existé. Aux États-Unis, non. En Europe, non. En Grande-Bretagne, non. Ça n'a pas été harmonieux, pas du tout. Ça a été accompagné de guerres civiles, de révolutions, de conflits, de morts, etc. Ça n'a pas été. Le développement économique, malheureusement, n'est pas quelque chose d'harmonieux en général. Alors la Chine est confrontée à un autre problème que celui des inégalités, mais qui est lié à celui des inégalités, c'est celui de la pyramide des âges. Du fait de la politique de l'enfant unique et peut-être aussi d'autres phénomènes, la population chinoise vieillit vite. Et la part de la population chinoise qui est âgée au-delà de 60 ans, voire de 70 ans, est très très importante. Et d'ailleurs, à mon avis, dans l'histoire de l'humanité, on avait étudié ça avec Vernet, aucune administration publique, aucun État n'a eu à gérer une population aussi âgée. Alors c'est à la fois, si vous voulez, au crédit du développement économique et sanitaire de la Chine, parce que les gens sont en bonne santé. C'est à la fois au crédit du développement économique de la Chine. C'est ça aussi le développement économique. Bon, donc vous vous retrouvez avec des populations âgées que nous connaissons, nous, que vous connaissez, vous, en Chine, encore plus. Donc il faut développer l'État-providence, un État social plus fort, c'est-à-dire le financement de la santé et le financement des retraites. C'est ce qui est mis en œuvre depuis 20 ans. Alors on peut dire ça va vite, ça va pas assez vite, etc., etc., etc. Mais ça va occuper beaucoup les discussions publiques en Chine dans les années qui viennent. C'est l'aménagement d'un État-providence plus substantiel et plus fort que celui que vous avez aujourd'hui. Ne serait-ce que parce que la proportion de la population chinoise qui venait des villages et qui a fait la main-d'œuvre du décollement économique chinois, cette proportion s'est considérablement réduite, pour ne pas dire qu'elle n'existe plus. Il n'y a plus de réserve de main-d'œuvre. Donc il faudra aussi travailler plus longtemps, trouver un système de protection sociale, etc., plus intelligent que l'esquisse d'État social qu'il y a aujourd'hui. Ce problème, ces deux questions sont liées. Ces deux questions sont liées, celle des inégalités, celle du vieillissement de la population. J'aurais aimé aussi ajouter un mot concernant le vieillissement de la population chinoise. C'est aussi un défi dans mon livre. Mais avant que je développe ce sujet-là, j'aurais aimé dire aussi les inégalités, pourquoi des écarts de revenus en Chine aussi frappants. Parce que jamais dans l'histoire humaine, on gère une économie aussi vaste, aussi importante, de 1,3 milliard de population. Les envies sont diverses. Le développement dont la vitesse est variée. C'est très compliqué. Il y a des gens très entrepreneuriaux qui travaillent beaucoup. Il y a des profiteurs. Il y a des gens qui travaillent de moins. Il y a des gens qui sont nés dans des régions côtières. Moi, j'ai la chance de vivre dès mon naissance à Shanghai. Mais je sais d'autres fin fonds de la Chine, où il n'y a pas d'emploi. Vous savez, il y a beaucoup de villages, ce sont des villages classés par l'État comme les villages pauvres. Là. Les enfants n'ont pas de pantalons. La famille n'a pas de draps, de couvertures. Moi, je connais ça, c'est des misères, encore des misères partout là. Donc, mais quand vous savez, moi, je m'amuse aussi de dire que le gratte-ciel de Putong là, je connais très bien. Il n'y a que des rizières. Quand j'étais tout gamin là, quand je suis venu à Shanghai, 35 km par rapport à la ville, ça m'a mis une demi-journée. Moi, je suis dans la main de mon père, il m'a ramené. J'ai peur de voir ce pont, ce gratte-ciel, mais pourtant, comparant avec le gratte-ciel de Putong, c'est rien du tout. On a construit tout. C'est ça la vitesse. Quand vous avez la vitesse, évidemment, il y a le problème qui est derrière.